Avec Laurence, nous travaillons à l'Agence régionale de l'énergie et de l'environnement d'Auvergne-Rhône-Alpes, au RA2E, et notre agence a pour vocation d'accompagner les territoires dans leur transition énergétique et environnementale. Et dans ce contexte, nous travaillons sur un certain nombre d'activités, dont des projets européens qui nous permettent d'expérimenter, de tester des solutions innovantes dans les territoires en région. Et donc, c'est le retour d'expérience d'un de ces projets qui s'appelle The 4Bees, que nous allons vous présenter aujourd'hui au travers du retour d'expérience dans 2 lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc le projet The 4Bees part du constat que l'énergie dans les bâtiments est principalement utilisée, enfin consommée par les usagers et pas par le bâtiment lui-même, et que donc il est tout aussi important de sensibiliser et d'impliquer les usagers du bâtiment que d'instrumenter le bâtiment au travers de solutions techniques et numériques. Et donc dans ce projet, nous avons combiné les deux et testé des solutions de part et d'autre, aussi bien du côté du changement de comportement que du côté de l'instrumentation. Donc The 4Bees, c'est un projet qui réunit 13 partenaires européens, 6 pays, de l'espace alpin, dont la France. Et donc en France, nous étions partenaires avec Espul sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons travaillé pendant 3 ans. Et notamment, nous avons déployé donc, cette réflexion autour de l'implication des usagers dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans 2 lycées, puisque la région en fait, est aussi cofinanceur du projet européen. Et donc, c'était les lycées d'Aragon, à Givors, et de Condorcet, à Saint-Priest. Donc, nos occupants, ce sont des lycéens, et nos bâtiments des lycées, et essentiellement des salles de classe que nous avons instrumentées. Donc, rapidement, concernant la démarche, nous avons procédé en 2 temps. D'abord, nous avons travaillé à la détection des comportements et des besoins des usagers du bâtiment. Donc principalement des élèves, mais aussi des professeurs et du personnel occupant les locaux. Et ensuite, nous avons co-construit avec eux des solutions numériques pour favoriser les économies d'énergie. Donc sur la première partie de la démarche, donc les usages, les besoins, nous avons consulté les élèves de différentes manières, alors avec l'aide d'un psychosociologue, enfin d'un cabinet Psycholab qui vous fera une présentation tout à l'heure sur les changements de comportement, qui nous ont vraiment accompagnés là-dessus. Nous avons aussi travaillé avec l'Université Lyon 2, qui a participé au processus. Mais l'idée, ça a été de consulter les lycéens de différentes manières. Donc d'abord, au travers d'un questionnaire web qui nous a permis d'évaluer leurs connaissances, leur mode de représentation aussi de l'énergie dans les bâtiments. Ensuite, nous avons travaillé en ateliers participatifs, donc on a appelé ça des Co-Creation Labs, des CC Labs, c'est-à-dire qu'ils réunissaient quand même une centaine d'élèves des 2 lycées qui ont réfléchi en groupe, en petits ateliers, aux usages de l'énergie, alors par exemple à l'éclairage, à la bureautique, il y a d'autres voilà, d'autres usages possibles. Et ils ont commencé à y préfigurer, à imaginer des solutions pour économiser l'énergie dans leur lycée. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, eux et c'était vraiment la première fois qu'ils se posaient cette question-là. Et ensuite, on a continué ce travail et développé les idées au travers de travaux pratiques, là, avec des classes bien spécifiques, donc 2 classes en fait, une dans chaque lycée, pour co-construire des outils de sensibilisation et des outils numériques de monitoring de salles de classe. Donc de cette première phase de la démarche, on en a tiré un certain nombre d'enseignements. D'abord, les élèves sont conscients des enjeux environnementaux. Ils les appliquent déjà pour la plupart en fait, chez eux. Par contre, ils ne savaient pas concrètement comment agir dans le lycée, quelles étaient leurs possibilités d'action dans le lycée. Donc on a eu toute une phase en fait, d'explication et de discussion avec eux à ce sujet. Et puis on s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas agir sur les consommations de chauffage dans les lycées, puisque finalement l'exploitation du chauffage est centralisée au lycée au travers des gestionnaires de lycée, dans les lycées. Et donc, en termes d'impact et de capacité d'action, les élèves n'avaient la main que sur les consommations d'électricité.
Et on a identifié comme usage l'éclairage et puis tout ce qui était bureautique, enfin informatique, quoi. Donc les vidéoprojecteurs, les PC, etc. Et ils ont aussi la main sur la qualité de l'air, avec notamment la possibilité d'ouvrir ou de fermer les fenêtres en fonction de la qualité de l'air. Donc là-dessus, ça nous a donné des pistes pour les solutions de monitoring, notamment les capteurs qu'on pouvait mettre en place pour faire le suivi de certains paramètres. Et ils nous ont aussi demandé de pouvoir visualiser finalement les paramètres mesurés. Donc là, vous voyez, c'était un dessin qui a été fait par les élèves dans les CC Labs. Mais vraiment, ils nous ont dit, nous, on veut pouvoir visualiser ce qui se passe dans le lycée. Si vous voulez qu'on agisse, il faut qu'on voit des choses. Du coup, ça nous a amené à la deuxième phase de construction d'outils avec eux. Donc, il y a eu deux types d'outils qu'on a développés avec eux. D'abord, des outils de sensibilisation, donc pour éveiller les consciences dans le lycée auprès des autres élèves. Donc, vous voyez à gauche des affiches, des nudges qu'ils ont mis en place et qu'ils ont posés dans les salles de classe aux endroits judicieux, on va dire, par exemple, pour éteindre la lumière ici, qui était un des comportements qu'on souhaitait provoquer pour économiser les consommations liées à l'éclairage. Et puis à droite, on a co-construit avec eux des outils numériques pour suivre les consommations et donner du feedback aux usagers sur justement ces consommations et ce qui se passait dans les salles instrumentées. Donc je vais m'étendre un peu plus sur ces outils numériques que l'on a mis en place. C'était vraiment expérimental. Donc côté capteur, on a mis en place des objets donc connectés, des capteurs qu'on a construits nous-mêmes en fait sur la base d'outils et de solutions open source. Donc des solutions qui sont pas très chères à mettre en place. Donc des cartes électroniques qui sont munies de capteurs, de luminosité, de température, d'humidité, de taux de CO2 et de COV. Donc les deux derniers pour la qualité de l'air, et équipé également d'un microcontrôleur Arduino qui permet de récupérer les données des capteurs et de les envoyer vers l'extérieur au travers d'une connexion Internet. L'idée, c'était de récupérer de la donnée et ensuite de la traiter. Donc vous voyez que ces box de capteurs là, qui sont entourés sur les dessins, on s'est posé pas mal de questions sur comment on allait entourer finalement cette carte électronique. Voilà, on a opté pour différentes solutions pour la boîte en tant que telle, et puis où est-ce qu'on allait la poser. On a vite été confronté aux problématiques de est-ce qu'on la met plutôt en haut, plutôt en bas, ça dépendait de l'alimentation électrique. On s'est posé la question des vols aussi. Et puis aussi de finalement aussi ajouter des explications autour de ces box qui elles-mêmes étaient des outils de sensibilisation potentiels. Donc il y a eu des retours notamment de professeurs qui n'étaient pas dans le coup, qui ont dit ah tiens c'est chouette ce que vous avez mis en place dans cette salle de classe. Donc on a posé une box par salle de classe, 2 salles par lycée. Donc en tout on avait 4 salles instrumentées dans le projet. En parallèle aux capteurs environnementaux, de paramètres environnementaux, on a mis en place des enregistreurs de consommation électrique. Du coup, puisque nous, on était sur l'électricité, donc à la fois dans les capteurs, dans les tableaux électriques, ici, et sur certains appareils, de manière spécifique, pour pouvoir avoir des idées de consommation et puis aller cibler de manière plus spécifique certains appareils, comme par exemple, on a monitoré une machine à café, une imprimante 3D, et des appareils un peu spécifiques comme ça. Bon, l'idée, c'était que les élèves puissent regarder un peu les profils d'usage de tous ces appareils-là. Au niveau des tableaux électriques, on a pu monitorer en fait l'éclairage, un aérotherme et puis ensuite les prises bureautiques classiques. Et c'est la solution GreenPrise qu'on a utilisée pour faire ces mesures-là. Voilà. Donc on avait des capteurs d'un côté, des enregistreurs de conso électriques de l'autre, et on envoyait toutes ces données au travers d'une connexion Internet vers un serveur de stockage, une plateforme Big Data, parce que ça te permet de stocker quand même beaucoup de volume de données. On avait des données qui étaient à un pas de temps qui variaient selon les capteurs entre 1 minute et 15 minutes, et des enregistrements sur plusieurs mois. Et enfin, nous avons co-construit avec les élèves des interfaces web et mobiles
pour visualiser les résultats de toutes ces mesures et exploiter la donnée de différentes manières. Donc on a travaillé à des restitutions temps réel, à la fois des restitutions temps réel avec des smileys par exemple. Ici sur le niveau de CO2, il est bon, il n'est pas bon. Parce que l'affichage du taux de CO2, ce n'est pas quelque chose qui est forcément parlant. Et puis on a aussi mis en place des graphiques d'évolution, parce qu'il y avait une demande qui était là-dessus, de voir comment évoluait la température. Donc on voit les plages d'occupation, d'inoccupation, et de mettre en place éventuellement des alertes. Ici, on en a profité pour mettre des trucs et astuces qui permettent aux élèves d'agir sur leur consommation d'énergie. Oui, vous voyez les niveaux de température qui sont assez élevés ici. Et la température, ici c'était une appli mobile, donc du coup très simplifiée, avec des infos de température de cette semaine versus la semaine dernière, et puis la possibilité pour eux de donner du feedback sur leur notion de confort. Ça c'était un point important qu'ils ont assez apprécié, de dire, c'est effectivement de pouvoir dire s'ils trouvaient qu'il faisait trop chaud ou si c'était OK. Donc, de toutes ces expérimentations, donc on a mis un certain temps à mettre en place tous ces outils, bien sûr. On l'a testé sur quelques mois avec les élèves et on en a tiré des enseignements. Et c'était l'idée aujourd'hui de vous en faire part. D'abord, sur les capteurs, il y a eu pas mal de soucis au niveau de l'étalonnage des capteurs, donc, notamment nos capteurs de température qui avaient systématiquement des informations qui étaient entre plus 2 et plus 3 degrés de plus que la réalité. Donc ça, c'est un point. Si on est sur des capteurs qui n'ont pas une précision très grande, est-ce que c'est vraiment utile de mettre la valeur réelle ou plutôt de parler, de prendre, on va dire, d'autres options, comme par exemple le taux de CO2 a baissé de 20% depuis ce matin. Voilà, donc il faut se poser la question quand on met en place des outils comme ça. La position des capteurs est aussi très importante. Notamment un capteur de luminosité ou de température, si on le met en plein soleil, ne va pas donner des informations très pertinentes sur l'environnement global d'une salle. Donc, et en plus, nous, on avait 5 capteurs dans un même boîtier et on n'avait pas forcément la même logique de positionnement selon ce qu'on voulait mesurer. Donc on s'en est rendu compte en le faisant, mais on aurait peut-être eu intérêt à séparer, finalement, à avoir des boxes différentes selon les capteurs et à les positionner différemment dans la pièce. L'alimentation des capteurs a été aussi une réelle question. On recommande clairement d'utiliser des capteurs qui sont auto-alimentés en énergie, parce que nous, on les branchait sur la prise de courant, et pendant les vacances, les week-ends, les gestionnaires de lycée coupent le courant dans les lycées. Ce qui est bien pour les économies d'énergie. Par contre, pour les mesures et les jeux de données, c'est pas bien. Donc on n'avait aucune donnée en période d'inoccupation. Et du coup, ça réduit quand même les possibilités d'analyse ensuite. La connectivité aussi, c'est un élément très important. J'ai dit qu'on transmettait les infos au travers d'une connexion Internet. Là, en termes de connectivité sur les objets connectés, il y a plusieurs possibilités. On peut soit envoyer via un réseau Wi-Fi ou ce qu'on a vu dans la réglementation là, qui propose en fait des connexions Internet dédiées. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des réseaux mobiles pour transmettre les données, ou des réseaux dédiés à IoT comme Sigfox par exemple. Bon, nous, on a opté pour quelque chose de simple dans les lycées, qui n'a pas été si simple à mettre en place quand même, au travers d'une connexion Internet. Donc connexion Internet pour les capteurs et connexion 4G pour les enregistreurs de consommation. Et on a eu des coupures. Pareil, les connexions Internet qui coupent parce que le réseau tombe, les box qui se coupent parce qu'elles sont plus alimentées en énergie, etc. Donc, toujours des trous dans les données. Et donc, ce qui nous amène à dire que quand on a des capteurs, ce qui est bien, c'est d'avoir un buffer tampon qui permet de stocker les données en local en cas de coupure d'alimentation ou de connectivité, et ensuite de les envoyer vers les serveurs de données. Un système d'alerte en cas de problème, c'est pas mal aussi, parce que nous, on n'en avait pas, et on se rendait compte qu'il y avait des problèmes quand on avait des courbes qui étaient à plat. Et si on veut faire des mesures avant, après, donc nous, on avait une logique de sensibilisation, changement de comportement. Donc l'idée, c'était de pouvoir mesurer avant les consommations,
de participer, de faire les actions de ce changement de comportement et de mesurer après pour évaluer les économies d'énergie générées. Et là, bien, on a eu pas mal de soucis. Il faut prendre le temps de mesurer sur une durée suffisamment longue avant pour avoir quand même un jeu de données pertinent, statistiquement représentatif. En plus, il y a toute la partie étalonnage de capteurs, enfin bref. Et ensuite, après, d'avoir aussi le temps d'avoir une période à peu près similaire d'usage et qu'on puisse comparer les deux. Et enfin, donc nous, on a eu tellement de problèmes techniques, de coupures dans tous les sens et des jeux de données qui étaient vraiment à trous qu'on n'a pas pu faire d'évaluation quantitative. Donc on ne peut pas dire quel est l'impact des actions de changement de comportement sur les économies d'énergie. Par contre, qualitativement, on a interrogé les élèves en fin de projet et ils nous ont dit qu'ils avaient changé leur comportement vis-à-vis de l'énergie dans les lycées. Et donc, c'est une expérimentation qu'on va poursuivre. Le projet se termine en décembre. Et donc, nous sommes en train de rédiger avec Espul un kit pédagogique à destination des enseignants qui souhaiteraient mettre en place un projet comme ça pédagogique avec leurs élèves des classes techniques, soit de mettre en place des box de capteurs ou développer des interfaces mobiles et on leur mettra à disposition un serveur internet où ils peuvent stocker les données et également un hébergement possible pour une appli mobile qui souhaiterait développer. Donc ça va arriver en fin d'année. Et puis je vais laisser ma collègue Laurence nous parler des perspectives de ce projet. Alors oui, perspectives ou conclusions aussi. Je te laisse, j'ai 2 diapos. Oui, tu as bien fait de rappeler qu'on était dans des lycées techniques, parce que vu le déroulement du projet, c'était quelque chose d'important, je pense. Le sens un peu de ce projet, c'était de voir comment, avec ces technologies, ces avancées-là, on peut travailler aussi sur l'éducation, entre guillemets, aux économies d'énergie. Et donc là, cette première phase était vraiment donc, dans cette phase de co-construction, où cette co-construction de ces outils était en fait un moteur du changement. On l'a bien vu à travers ce que tu nous as dit. Donc l'idée, c'est de trouver un outil et d'essayer de réduire l'écart entre l'outil et l'usager, c'est-à-dire que bon, tout le monde connaît un peu ce qu'on dit sur Apple, mais enfin bon, avec nos portables, en fait, finalement, il faut que ça soit relativement intuitif et que finalement, ça devienne quelque chose qui nous est indispensable pour qu'on puisse vraiment s'en servir. Donc, à travers ce travail d'animation, donc Diane en parlera plus, mais il y a eu des moments très importants de réflexion sur les comportements et comment les jeunes, enfin chacun d'entre nous évolue et change. Donc il y a eu des moments avec, comme tu l'as dit, de co-construction, mais aussi de formation des jeunes sur ces aspects-là, de manière à travailler mieux sur l'instrumentation. Donc comment on peut rendre visibles ces consommations et comment on peut rendre plus sensibles les usagers. Et puis finalement, l'idée c'est aussi de rendre cette action indispensable. Et cette action indispensable, elle va chercher parfois des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'énergie, mais plutôt par exemple du confort. Donc c'est dans toute cette élaboration avec les jeunes qu'ont pu être détectés un petit peu les leviers d'action et le langage à mettre en place. Donc ça, c'était cette première phase de co-construction. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est dans le sens, je vais être dans le bon sens. C'est quel bouton? Merci. Non, c'était dans l'autre. Voilà. Donc effectivement, la phase 2 nous semble intéressante aussi, c'est de peut-être essayer de travailler maintenant pour pérenniser. Donc cette co-construction moteur du changement, on ne peut pas la faire tout le temps. Par contre, l'idée, c'est peut-être de travailler sur la diffusion entre pairs, c'est-à-dire comment les jeunes qui se sont investis ou qui ont déjà été sensibilisés continuent à travailler ensemble pour préciser le dispositif, donc rendre la mesure plus précise. Tu as parlé du système d'alerte, d'une instrumentation plus mobile. On peut travailler peut-être sur d'autres thèmes. Là, il y avait la notion de confort, mais il y a peut-être aussi d'autres thèmes à aborder, comme la santé, l'alimentation. Et rendre aussi les acteurs, les différents usagers, à travers
toujours cette idée de formation et de mobilisation par les élèves eux-mêmes, en sachant qu'eux-mêmes sont plus conducteurs, je vais dire, de ces informations. Et effectivement, l'interface, on a voulu aussi qu'elle ait une interface avancée, c'est-à-dire que là, comme on est dans des lycées techniques, c'est un outil pédagogique. Peut-être qu'on n'aurait pas pu mener ce projet de la même manière dans un autre lycée, parce qu'ici, on est quand même avec des classes qui s'intéressent à la technologie, à la technique, et qui s'intéressent d'ailleurs, qui ont découvert aussi tout l'aspect humain, qui étaient très contents de travailler là-dessus aussi. Mais du coup, c'est quand même une interface qui permet aussi aux classes d'avoir une accroche pédagogique. Et puis, rendre compte des résultats de l'action et l'ajuster. Donc, effectivement, on a parlé de l'affichage dans le lycée, mais on peut fêter la progression. Donc, peut y avoir un échange entre lycées. Ça a eu lieu, mais ça pourra avoir lieu à nouveau sur l'évaluation. Et puis, l'idée aussi, c'est peut-être de travailler sur un cahier des charges, j'allais dire, qui s'inscrit dans la rénovation des lycées, dans le sens où cette expérimentation, quelque part, elle doit pouvoir aussi déboucher sur un dispositif plus pérenne qui pourrait être vraiment intégré et dans les bâtiments et dans la vie des lycées. Voilà. Merci de votre attention.